le second débat de ce Sens Public avec cette question: à quoi ressemblerait la France si les températures se réchauffent de plus de 4 degrés d'ici à la fin du siècle, des canicules de plus en plus nombreuses, des catastrophes climatiques plus extrêmes et des conséquences pour notre santé, notre agriculture, nos infrastructures. C'est encore possible évidemment d'y échapper, mais comment? Avant d'en débattre, le constat en images. Fabien Recker. Un pays qui suffoque, des sécheresses en série et des virus qui prolifèrent. C'est le scénario inquiétant d'une France à plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et qui pourrait devenir une réalité d'ici 2100. Avec pour première conséquence une multiplication des catastrophes naturelles sur le territoire. Plus notre planète va se réchauffer, plus les événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les pluies torrentielles ou les sécheresses vont être intenses et fréquents. Dans un climat à plus 4 degrés en France, on sait par exemple que le nombre de jours de vagues de chaleur sera multiplié par 10 par rapport à aujourd'hui. Et dans cette France à plus 4 degrés, un été caniculaire comme celui de 2003 serait considéré comme un été frais. Face au réchauffement, nos agriculteurs sont en première ligne. Menacés par l'excès ou le manque d'eau et de nouvelles épidémies, ils verront aussi l'augmentation des températures bouleverser le cycle de maturation des cultures, dont certaines vont migrer toujours plus vers le nord. On va les trouver comme la vigne, qu'on va apparaître en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais. On va apparaître aussi des petits vignobles en Belgique. Mais la réalité, c'est que les aléas, les extrêmes climatiques, qui sont de plus en plus puissants d'une part et fréquents, mettent en danger quand même n'importe quel type de production. Comme les cultures, ce sont aussi les maladies qui migrent à la faveur du réchauffement. Pour mieux élire domicile dans une France où il fera de plus en plus chaud. Exemple avec la dengue ou le chikungunya, on les appelle les maladies vectorielles. Elles nécessitent un vecteur, c'est-à-dire un moustique, un petit mammifère ou quoi que ce soit. Et en fait, le changement climatique, en changeant l'hygrographies, la température, les vents et tout ça, va permettre d'élargir la possibilité d'habitat pour ces vecteurs. Donc finalement, l'animal vecteur hôte, que ce soit le moustique ou autre, peut gagner en géographie et la pathologie va suivre derrière. En plus des épidémies, la multiplication des canicules entraînera une hausse de la mortalité, conséquence d'un réchauffement qui s'accélère. Sur les 50 vagues de chaleur mesurées depuis 1947 par Météo France, la moitié a eu lieu après 2010. À quoi ressemblerait une France à plus 4 degrés? Peut-on encore y échapper? Voilà les questions que l'on se pose avec nos invités. Martha de Cidrac, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et vous présidez le groupe d'études d'économie circulaire ici au Sénat. François Gemène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur à HEC, vous présidez le conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, vous êtes directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège et spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations. Marine Lamoureux, bonsoir et bienvenue. Vous êtes grand reporter à La Croix, l'hebdo, spécialiste de ces questions d'environnement. Et puis vous allez publier à partir du 12 juillet, une fois par semaine, une série intitulée Le climat, ma nounou et moi, qui nous ramène notamment en Afrique et au Togo. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Et Tam Tranui, évidemment, éditorialiste politique, toujours à mes côtés. Bon, on vient de vivre cette fin juin caniculaire, Martha de Cidrac. Le gouvernement a donné quand même une image d'impréparation, de bricolage. Quand on le voit, on se dit comment c'est possible? Alors écoutez, vous interrogerez le gouvernement, je n'en fais pas partie. Non, mais il y a des LR au gouvernement. Non, mais bien sûr, je répondrai à votre question. Le fait est que, oui, on se dit à chaque fois, à chaque épisode de météo, qu'il fasse trop froid ou qu'il fasse trop chaud, qu'avons-nous fait? N'avons-nous pas appris de nos leçons? C'est une réalité. Peut-être n'apprenons-nous pas tous collectivement assez vite et ne mettons-nous pas en place ce qu'il faudrait quand il le faudrait. Oui. Et ça va être l'un des objets de ce débat. François Gemène, cet épisode caniculaire, on va sans doute en vivre d'autres. On va revoir des Français qui cuisent dans des passoires thermiques. Vraisemblablement dès cet été. Oui. Ce qui est frappant, c'est effectivement de voir à quel point il y a un fossé de plus en plus grand entre ce qui nous arrive et les mesures que nous prenons pour lutter contre cela. Prenons cet épisode caniculaire qui vient de se terminer. On a identifié deux grandes priorités. Un, la rénovation thermique des logements. On s'est dit comment c'est possible que les gens cuisent à l'intérieur de chez eux. Et la climatisation des écoles. On s'est dit comment est-il possible que les écoles doivent se fermer, elles ne sont pas climatisées.
Qu'avons-nous fait il y a quelques semaines? Nous avons mis sur pause le programme MaPrimeRénov', qui était le programme de rénovation énergétique des logements, et nous avons amputé d'1,3 milliard le fonds vert pour les communes, qui leur permettait justement de climatiser les écoles. Et donc on fait ça. Et tout le monde dit, oh finalement la transition c'est terminé, c'est fichu, on abandonne, à quoi bon être plus catholique que le pape, regardez Donald Trump, pourquoi est-ce qu'on va le faire en France? Et puis arrive la canicule, et on se dit, mais c'est un scandale! Comment c'est possible que les écoles ne soient pas climatisées? Comment c'est possible que le parc immobilier soit dans un tel état? Je vous cite Bossuet, Dieu se rit des hommes qui maudissent les conséquences dont ils chérissent les causes. Marine Lamoureux, est-ce que vous parlez vous aussi d'un manque de préparation finalement, quand vous faites le constat de cette semaine-là écoulée? Je pense qu'il faut distinguer court terme, long terme. C'est-à-dire que oui, il y a sans doute un manque de préparation par rapport au fait que cette vague de chaleur, elle pouvait au moins être anticipée sur plusieurs jours. On sait aussi que les étés vont être plus caniculaires, donc à court terme, on pouvait agir. Mais je crois que c'est pas là l'enjeu majeur, et François Gémen le soulève en fait. C'est que notre société, elle n'est pas préparée. Donc on peut bien en taper sur le gouvernement, mais en réalité... c'est aussi une forme de responsabilité collective, quoi, de ce qu'on est prêt à faire, c'est une responsabilité ou de la capacité à rendre ces mesures acceptables, presque désirables même, on pourrait employer ce terme-là. On l'a vraiment vu dans les écoles, par exemple. Si on doit prendre un sujet, les écoles, on ne va pas trouver des solutions à court terme dans la semaine. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des normes qui viennent se confronter les unes aux autres, même pour occulter des fenêtres. Parfois, c'est compliqué parce que c'est pas inifugé. Voilà, il y a des enjeux de sécurité. Donc, c'est pas dans la semaine ou dans les 2 semaines, même si évidemment, il faut être créatif et il faut répondre à l'enjeu immédiat pour que les enfants puissent quand même aller à l'école, que les personnes âgées... il y a quand même des risques létaux aussi, je le rappelle, dans ces épisodes caniculaires. Pour autant, la vraie question, c'est la rénovation des écoles dans les 10-20 ans qui vont venir, avec des financements importants. Il faut à peu près rénover 8 écoles, enfin quand je dis écoles, c'est écoles, collèges, lycées, sur 10 dans les années qui viennent. Ça a été chiffré à 40-50 milliards, enfin je parle sous notre contrôle d'euros. Donc c'est des enjeux colossaux. Évidemment, il aurait fallu commencer il y a 20 ans, 30 ans. Quand est-ce qu'on s'y met? Mais il est encore temps de s'y mettre. J'accueille avec nous en duplex le directeur général de l'Office français de la biodiversité, Olivier Thibault. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je reste sur ce première thématique, ensuite on va se projeter dans une France à plus 4 degrés et puis voir si on peut y échapper. Mais ces canicules plus précoces, plus fréquentes, elles font quoi? Notamment souffrir certains de nos massifs forestiers, on peut parler de ça par exemple? Alors bonjour, je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Donc oui, évidemment, le changement climatique impacte réellement la biodiversité. Et derrière le mot biodiversité, en fait, il faut comprendre la faune, la flore, donc les petites bêtes, les petites fleurs, mais aussi et surtout les écosystèmes. Et ces écosystèmes, en fait, il y a l'homme dedans. Hein. Donc ce dont on parle, ça impacte la biodiversité, mais donc ça impacte l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, le cadre de vie dans lequel on évolue. Et donc, cette biodiversité, elle souffre avec le changement climatique. Hein. Et ce qui est important, c'est que, à l'inverse, cette biodiversité peut aider à s'adapter au changement climatique. Par exemple? Eh bien, par exemple, comme on vient de citer là, ce qui s'est passé ces 3 jours de canicule, moi, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Hein. J'ai été personnellement voir avec l'Union nationale des entreprises du paysage en plein Paris, dans des logements sociaux, une cour ombragée à côté d'une cour minéralisée. Eh bien, je peux vous assurer que l'effet sur le ressenti, sur le bien-être de nos habitants, il est majeur. On a été sur un toit d'un centre un centre commercial végétalisé. Pareil, vous gagnez entre 5 et 10 degrés ressentis tout de suite grâce à cette végétation. Et donc, utiliser, remettre de la nature en ville, comprendre comment cette nature peut nous aider, a un impact majeur aussi sur notre cadre de vie. Et encore une fois, hein, c'est bien l'homme dont on parle in fine dans le système. Restez avec nous, hein, on va commencer à se projeter dans ce que pourrait être une France à plus 4 degrés. Écoutez le directeur adjoint scientifique de la climatologie chez Météo France, Jean-Michel Soubirous, qui nous explique que malheureusement, si rien n'est fait, c'est une hypothèse sérieuse. Le constat qui est fait au niveau international, c'est que s'il n'y a pas de mesures additionnelles prises par les États, eh bien donc la planète se réchauffera de 3 degrés d'ici 2100. Et 3 degrés d'ici 2100, donc ça se traduit par 4 degrés pour la France métropolitaine et la France hexagonale.
François Gemène, alors on va essayer de ne pas être que négatif et pas être totalement catastrophiste dans ce débat. On n'y est pas encore et il est possible d'échapper à une France à plus 4 degrés, évidemment. Oui, alors chaque dixième de degré va compter. Chaque dixième compte. Chaque dixième de degré, parce que bien sûr, il faut comprendre qu'on mesure ces hausses de température pas par rapport à la température extérieure ambiante, mais par rapport à des moyennes annuelles. La température moyenne annuelle de la France, elle est autour de 14 degrés. Et donc, ça veut dire que plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés, ça fait des écarts gigantesques par rapport à cette moyenne. Ceci dit, il faut quand même se préparer à cette France à plus 4 degrés. On a tendance à le voir comme un scénario catastrophe, comme le scénario du pire. Je dirais que c'est un scénario encore relativement optimiste à l'heure actuelle. Et j'aurais tendance à dire qu'on sera plutôt chanceux si on parvient à limiter le réchauffement en France à plus 4 degrés, personnellement. En 2100. Oui, on pourrait aller à On pourrait aller à plus 5 ou plus 6 en France. Donc j'ai tendance à dire que plus 4 degrés, on le voit comme un scénario catastrophe. Oui. C'est un scénario médian qui est encore relativement optimiste, qui correspond globalement à une hausse de la température annuelle moyenne mondiale autour de plus 2,7, plus 2,8 degrés. Donc ça veut dire que plus 2,7 degrés, c'est ce qu'on aurait si tous les gouvernements respectaient aujourd'hui les engagements qu'ils ont pris dans le cadre des négociations internationales. C'est ce qu'on aurait si Donald Trump n'avait pas été élu, par exemple. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul, évidemment. On n'est pas tout seul. Mais la bonne nouvelle, et on a tendance à trop regarder les États-Unis, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis se désengagent. Par contre, la Chine a 5 ans d'avance sur ses objectifs. Et heureusement, la Chine pèse quand même plus lourd pour le changement climatique que les États-Unis. Marta de Cidrac, est-ce que quand vous imaginez une France à plus 4 degrés, nos infrastructures, nos écoles, le partage de l'eau, je ne vais pas tout citer, notre système de santé, c'est presque impossible de chiffrer, vous évoquiez les investissements, par exemple, pour les écoles, la quantité d'argent qu'il faudrait dépenser pour se préparer, pour s'adapter, pour tenir. Mais je pense que pour pouvoir y répondre de manière efficiente par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués, d'une part, il faut voir d'où nous partons, il faut regarder quel est le schéma global mondialisé, en fait, sur ces sujets-là. Cela a été rappelé quand même, le mot mondial a été dit, c'est-à-dire que le climat n'a pas de frontières. C'est véritablement un enjeu planétaire, ce dont on parle aujourd'hui. Et donc ça, il faut en avoir conscience, mais cela suppose aussi une planification, une vision et une préparation. D'ailleurs, est-ce qu'elle a lieu, cette planification Justement, il faut y travailler. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, tout de suite et maintenant... Ça fait tellement d'années qu'on mais c'est bien pour ça, je n'ai pas dit que nous étions préparés. Je vous renvoie à ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis simplement qu'il faut, là, maintenant, tout de suite, prendre conscience de cela. Et j'ai presque envie de dire, cette canicule-là que nous traversons, qui nous a beaucoup émus tous, en fait, alors que ce n'est pas la première quand même. Sauf que celle-ci, bizarrement, nous a beaucoup plus émus que les précédentes. Je pense que c'est parce qu'une forme de conscience, quand même, commence à être prise et à arriver dans l'esprit de l'ensemble des décideurs. Et ça, je crois que c'est fondamental. On consacrera quand même un chapitre dans ce débat, un certain nombre de décisions qui ont été impulsées ou prises, ou des propositions qui sont faites, notamment par les représentants du parti LR. Tan. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de la question des écoles. Le problème, il a été identifié depuis notamment la dernière canicule, celle de 2019. Il y a eu un rapport au Sénat qui parle de la nécessité de entièrement rénover les écoles. Et il y a eu 2 difficultés notamment qui ont été soulevées. Le fait qu'on a énormément de mal à quantifier combien ça coûte, parce que selon le type d'école, etc., ça peut coûter entre quelques centaines d'euros et 1 700 euros le mètre carré. Enfin, c'est ce que disait le rapport sénatorial. Le deuxième sujet, et là j'en reviens un petit peu à un problème structurel, c'est le manque d'ingénierie. Les élus locaux ne savaient pas bien à qui s'adresser pour pouvoir rénover leurs écoles. Ils se disaient autant, je vois à peu près comment faire une nouvelle école en observant des normes correctes, etc. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir la bonne solution et choisir la bonne solution. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, on oublie de dire que quand il s'agit d'une construction neuve, que ce soit une école, que ce soit du logement, que ce soit un quelconque équipement, on sait faire des bâtiments performants. Ce que l'on sait moins bien faire, et là où ça demande un investissement véritablement très lourd, c'est dans l'existant, que ce soit du patrimonial ou pas. Je ne parle pas de l'existant datant du 19e ou même avant. Je parle véritablement de ce que l'on a produit dans les dernières décennies qui, aujourd'hui, ne répondent plus forcément aux exigences que nous devrions avoir d'un point de vue thermique, en fait. Bon, j'imagine qu'on en reparlera aussi. François Gemène, elles existent, les solutions ?
pour moi, c'est le grand message du dernier rapport du GIEC. Nous avons aujourd'hui absolument toutes les solutions qui sont disponibles, toutes les connaissances et même toutes les ressources financières. Oui. Le problème des solutions, c'est que souvent, en France, nous allons avoir des solutions qui sont un peu des prototypes, qui sont des solutions expérimentales et qui sont formidables, mais on a beaucoup de mal à massifier ça. C'est le cas sur les bâtiments scolaires. On connaît tous une école remarquable, exemplaire, et le problème, c'est qu'on a des milliers d'écoles, etc. Et le problème, c'est qu'on compte trop sur l'État. On attend tout du gouvernement, on attend tout de l'État, y compris les financements, et aujourd'hui les poches de l'État sont vides. Si vous permettez, quand même, pour que nos auditeurs comprennent bien et nos spectateurs, les écoles aujourd'hui, d'un point de vue entretien, d'un point de vue réalisation, incombent aux communes. Oui, bien sûr. Et je vous renvoie à l'ensemble des débats budgétaires que l'on peut avoir dans cette maison et au Parlement, à l'ensemble des arbitrages qu'un maire aujourd'hui doit faire pour pouvoir répondre à tout ça. Et puis ensuite, c'est le département. L'équation n'est pas simple. Et ce que disait Madame, bien sûr, mais ce que disait Madame aussi est tout à fait vrai, c'est qu'il y a à la fois le sujet de l'expertise, il y a le sujet du financement. Et je crois que ces deux sujets-là sont de véritables pressions sur un certain nombre de nos élus. Il faut l'avoir en tête. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut rien faire, attention, mais il faut avoir cette équation en tête avant d'aller trop loin dans il n'y a qu'à faucon, en fait, tout simplement. Oui, enfin, sauf que quand même, les territoires se sont mobilisés par rapport à la transition. Le fonds vert a été vraiment un outil. Il faut quand même voir à quoi on expose les élus, parce que c'est bien de dire ils font pas ce qu'il faut. Moi, quand je vais en reportage, que je discute avec des directeurs généraux des services de différentes communes, plus ou moins grandes, qui engagent des programmes, notamment de rénovation d'écoles, qui font des anticipations de crédit, et qui voient que finalement, d'une année sur l'autre, le fonds vert est baissé de moins 55% à 1,3 milliard. Enfin, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est extrêmement concret. Donc, je crois que déjà, s'il y avait une espèce de stabilité des politiques publiques et des financements tels qu'ils sont imaginés, surtout quand on affiche qu'on va être ambitieux sur cette question-là et qu'on a des acteurs de terrain qui sont prêts à s'en saisir, il y a un gâchis monumental à reculer sur ce genre de mesures. Mais ça nous renvoie à quelque chose qui est fondamental aussi, c'est la transversalité et l'interministériel. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance en France, et j'ai eu l'occasion de le dire dans différents rapports sur lesquels j'ai pu travailler, y compris en matière d'économie circulaire, aujourd'hui, chacun est dans son couloir. En fait, au niveau, c'est-à-dire notre structure gouvernementale, et nous avons un ministère de la transition écologique qui est censé répondre à toutes ces problématiques. Je pense qu'aujourd'hui, véritablement, d'ailleurs on le voit dans les débats qui s'installent autour de ces thématiques éminemment importantes, on commence à se dire, mais au fond, ça concerne tout le monde. Ça oui, mais la façon des étapes dont je parle. Non, oui, mais c'est fondamental sur la déclinaison. On a eu une première ministre, c'est la déclinaison, qui était censée, mais pour la déclinaison de notre action, commander justement toute l'action environnementale. Pour la déclinaison d'action dans les territoires, il faut un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre ne peut pas être aujourd'hui un d'un côté, un autre de l'autre côté, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de l'adaptation. C'est une question fondamentale de protection des citoyens. Et quand je l'écoute à la radio, il donne l'impression que c'est pas sa responsabilité et qu'il faut pas trop attendre de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question régalienne de protection des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Je reprends la main pour essayer de... Je reprends la main 2 secondes. Vous êtes sénatrice de la majorité. Oui. Que vous mettez en cause le gouvernement que vous soutenez quand même. Je ne mets pas en cause le gouvernement. Je dis simplement qu'aujourd'hui... Ça, c'est la position de LR qui est toujours un peu ambiguë, mais bon. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'au niveau de la... Pardon, si je peux terminer. Aujourd'hui, au niveau de l'anticipation, vous me posiez une question très claire et je vous ai répondu très clairement. Non, il n'y a pas eu cette anticipation pour la bonne raison que les leçons n'ont pas été apprises vraisemblablement par le passé. C'est ça. Allez, et aujourd'hui, en termes de transversalité... On vous a pas mal entendu. Marine Lamoureux. Non, mais moi, comme journaliste, depuis 10 ans, je suis ces questions. Quand je vois qu'on considère maintenant que, alors certes au niveau mondial, mais enfin tous les pays ont quand même leur part, on est en train de parler d'un réchauffement à 2,7, 2,8 en 2100, alors ça, que... Si les États respectent leurs engagements. Si les États respectent leurs engagements. Imaginez qu'il y a 10 ans, à Paris, la COP21 était un moment emblématique où peut-être que beaucoup n'y croyaient pas, mais enfin, on était quand même à parler du 1,5 degré. 2 degrés, c'était le maximum. Je rappelle que la première ministre de la Barbade, 5 ans après, dit que 2 degrés, c'est la sentence de mort pour les petits États insulaires. Et aujourd'hui, on est en train de dire, on n'a pas anticipé, maintenant on parle de 3 degrés à 2100. Mais il faut se rendre compte, en 10 ans, c'est un recul inouï. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais... Alors, je vous redonne la parole plus tard. Olivier Thibault, qui fait des grands signes, et c'est toujours plus compliqué quand on participe à ce débat en étant à l'extérieur. Vous vouliez intervenir, donc je vous donne la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Non, ce que je voulais dire, c'est
on a besoin d'un changement de logiciel dans notre système, parce que on parle beaucoup du prix insurmontable pour aménager. Quand on le prend au début, et notamment quand on construit, on peut faire des choses qui sont moins chères que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais donner quelques tout petits exemples, parce que même dans les cours d'école, c'est très bien. Le simple fait de désimperméabiliser les cours d'école, de remettre des arbres, de mettre de l'herbe, change fondamentalement le ressenti des élèves dans les écoles pendant les cours. Si vous avez rien, vous pouvez pas les faire sortir en période de canicule. Quand c'est fait, et là, ça commence à faire, et ça coûte pas cher. Quand on regarde le cycle de l'eau, ça coûte pas si cher. Ça coûte même moins cher que de mettre de la climatisation partout. Et donc, il y a des endroits où vous pouvez même gagner de l'argent en repensant votre aménagement du territoire différemment. Là, on parle beaucoup des températures. Il faut aussi très vite parler du cycle de l'eau. Parce qu'en fait, si on veut y arriver, il faut repenser le cycle de l'eau. Notre tendance à tous, et c'est un monde d'ingénieurs assez profond, on construit l'école ou les bâtiments, etc. Et après, on met des tuyaux en imaginant qu'on va sortir l'eau le plus vite possible. Il faut repenser ce cycle de l'eau. Il faut mettre l'eau, la faire descendre là où elle tombe. Et donc, il faut de la nature. Il faut de l'herbe, il faut des nouilles hydrauliques, il faut des arbres, il faut repenser ce cycle de l'eau et ça coûte moins cher que de faire des tuyaux toujours plus grands. Ça coûte moins cher que de faire des barrages ou des bassins d'orage. Et donc, ce qui est en jeu là aujourd'hui et ce qui est très frustrant, c'est que on raisonne au moment de la canicule pendant une semaine quand il y a la canicule, on oublie instantanément dès que la température rebaisse, alors qu'il faut raisonner à 5 et 10 ans. En 2015, ça a été dit juste avant, lors de la COP climat en France, tout ce qu'on vit aujourd'hui était déjà dit, écrit, qualifié, mis sur la table. Et on voit que c'est quand ça arrive qu'on commence à y réfléchir. Et là, on sait qu'aujourd'hui, on est sur des trajectoires à plus 4 degrés en France. Et ça, c'est la trajectoire. C'est pas un truc catastrophe. C'est ce qui est en train de se passer. On le mesure aujourd'hui. Donc, on le sait. Donc, on peut pas dire qu'on ne sait pas. Oui. Et même si on n'est pas capable de refaire le passé, il faut travailler sur le futur dès maintenant. Je vous redonnerai la parole évidemment, Olivier Thibault, mais effectivement, ça fait pas seulement 10 ans pour monter aux accords de Paris, plusieurs décennies que les scientifiques l'accord de Paris alertent. Déjà très tard. Mais bien sûr, c'était déjà tard, on est bien d'accord. Et puis alors, l'un des risques, Tam, avec cette perspective, qui paraît désormais quand même assez irréversible, c'est ce qu'on dit, on se dise, c'est foutu. Et oui, comment ne pas virer dans le catastrophisme, le fatalisme, et que ça ne soit donc pas une belle incitation à attendre que le ciel nous tombe sur la tête en mangeant de la crème glacée sous la couette. Telle est la question. Alors le problème, il est identifié. Il y a pas moins de 12 excuses à l'inaction qui ont été répertoriées par l'université de Cambridge en 2020 et popularisées par le blog Bon Pote. Alors elles se partagent en gros, je vous donne pas les 12, mais en 4 grandes catégories. Il y a d'abord la capitulation, l'idée que c'est foutu, on n'y arrivera jamais. La deuxième excuse, c'est prenons des mesures marginales, ça ira bien. Il ne faut prendre que des mesures qui font plaisir à tout le monde, c'est la carotte sans le bâton. Là-dedans, on trouve aussi les grands optimistes technologiques qui pensent que nous serons entièrement sauvés par le progrès. Troisième catégorie, ceux qui vous expliquent que c'est trop compliqué, que ça va se faire au détriment de la justice sociale, par exemple. CF, la crainte de nouveaux gilets jaunes, surtout ne faisons rien. Et puis, il y a une dernière catégorie, c'est ceux qui estiment que c'est d'abord aux autres d'agir. Et c'est sur ce dernier travers que je vous propose de nous concentrer. Alors donc, on va s'intéresser à cette idée de diriger la responsabilité sur les autres. Voilà, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est l'industrie de l'aviation ou c'est celui qui part en vacances? Est-ce que les avions, ils partiraient pas quand même Il y a aussi l'idée que, par exemple, la France, c'est peanuts par rapport aux émissions de l'Inde, des États-Unis, la Chine. Alors du coup, la France, ça sert à rien d'agir. Jamais on n'arrivera à renverser la vapeur tout seul. Et puis, il y a une dernière version, c'est celle du passager clandestin. Le passager clandestin, c'est celui qui voyage sans avoir payé le billet, qui ne respecte pas les règles communes, mais qui compte bien tirer profit des autres. Pour le climat, c'est celui qui ne fait pas sa part de chemin pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais bénéficiera des efforts des autres pays. Et aujourd'hui, chaque pays, évidemment, souhaite que ce soit l'autre qui fasse le plus d'efforts. Et l'idéal, ça serait même qu'on soit le bon dernier à s'appliquer des règles contraignantes. Et de fait, c'est humain, je ferai des efforts quand les autres feront des efforts. Sauf qu'à se trouver des excuses et à renvoyer à demain les efforts que nous pourrions faire aujourd'hui, eh bien, nous sommes comme le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire que nous sommes perpétuellement en retard. Mais enfin, c'est pas parce que le meilleur moment pour agir, c'était il y a 40 ans, que le deuxième meilleur moment pour agir, c'est pas maintenant. Et d'ailleurs, c'est bien ce que nous disent les scientifiques du GIEC, qui appellent à une action
immédiate pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est toujours temps de transformer les bâtiments, les transports, l'énergie, l'industrie, d'abaisser la demande en énergie, en matériaux. Ça coûte moins cher d'agir maintenant que de le payer plus tard. Et ça vaut mieux, en tout cas, que d'attendre la fin du monde comme un lapin pris dans les phares. Merci beaucoup. Mais vous voyez, le problème, c'est que... D'abord François Gemène et ensuite je vous redonne. C'est que nous en parlons toujours en termes d'effort. Oui. C'est un terme que vous avez prononcé. C'est la question que j'allais vous poser. Changer nos récits ou nos imaginaires. On n'a pas encore réalisé que de la même manière que le climat allait changer et que nous devons nous adapter à un climat qui va être complètement différent en France dans les prochaines années, l'économie est aussi profondément en train de changer. Nous sommes en train de sortir de l'économie fossile des 19e et 20e siècles. Nous allons vers une économie décarbonée, beaucoup plus circulaire. Et donc, si nous voyons la question de la décarbonation comme un enjeu d'effort à fournir par l'entreprise ou par nos industries, on ne va jamais y arriver parce qu'on va toujours chercher des excuses pour en faire le moins possible et rejeter la responsabilité sur les autres. Il faut le voir comme un projet de modernisation de l'économie. C'est dans l'intérêt de nos entreprises de se décarboner. C'est dans l'intérêt fondamental de la souveraineté géopolitique de l'Europe de sortir des énergies fossiles. Tant qu'on ne verra pas ça comme un projet... Elle faire le chemin inverse, l'Europe, puisqu'elle appuie sur le frein en ce moment. Le chemin inverse. C'est comme si on était en train de s'entraîner pour un marathon olympique, qu'on a un concurrent chinois, un concurrent américain. Le concurrent chinois est en train de mettre les bouchées doubles pour s'entraîner. Le concurrent américain est en train d'abandonner, de se dire « moi je me mets dans mon canapé et je regarde Netflix en mangeant des chips ». Et on se dit en Europe, oh finalement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme le concurrent américain? Est-ce que ce n'est pas une meilleure préparation à notre marathon que de manger des chips devant Netflix? Il faut regarder ce qui se passe du côté de Pékin. Quand on voit que sur, par exemple, les énergies renouvelables, on a mis 2000 milliards de dollars d'investissement en 2024 dans les énergies renouvelables, la moitié de ces investissements, ils sont allés en Chine. Pourquoi est-ce que la Chine investit tellement dans les énergies renouvelables? Pas parce que le Parti communiste chinois est d'un coup devenu écolo, parce qu'ils ont identifié que c'était là que se trouvait l'économie de demain et qu'ils voulaient être leader dans cette économie de demain. Tant qu'on ne réalisera pas ça en Europe, on risque le déclassement. Je vais d'abord donner la parole à Marine Lamoureux, parce que je vais revenir vers vous, vous avez déjà pas mal parlé. Si, on ne tient pas le décompte, c'est pas un débat électoral, mais quand même. La Chine championne, on le voit déjà, hein. Les panneaux solaires, il n'y a pas un panneau solaire installé en France qui ne vienne pas de Chine. Les voitures électriques, elles sont en train de déferler sur notre économie. Alors que, par exemple, si on prend les panneaux solaires, il y a eu une époque où des entreprises françaises ou européennes savaient en construire, quoi. On avait même de l'avance, Marine Lamoureux. Qu'est-ce qu'on a loupé, là encore ? Moi, j'allais dézoomer, en fait, parce qu'effectivement, finalement, le maître mot de la Chine, c'est quand même la capacité d'anticipation et de planification. Bon, on n'a pas tellement envie d'avoir le même modèle politique que la Chine. C'est plus facile, il n'y a pas d'opinion publique qui vote. Les questions d'acceptabilité, je pense, sont un petit peu plus faciles à gérer. Dans les journaux, non plus. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc évidemment, c'est difficilement comparable. Mais on disait, on ne va pas être écrasé par cette actualité. Pour revenir à la question des entreprises, moi, j'invite les spectateurs à aller regarder ce qui se passe au niveau des conventions des entreprises pour le climat. Oui, la convention des entreprises pour le climat, oui. C'est extrêmement intéressant. Là, je reviens de ce qu'on appelle leur cérémonie d'envol pour la CEC, pour les industries. Donc, ce sont des responsables industriels, de PME, de plus grosses entreprises qui, pendant un an, font un parcours. Ils sont transformés. Attention, ça veut Ils changent leur modèle économique, souvent. Alors, en tout cas, ils réalisent systématiquement, à quel mais ça peut point aller jusque-là. Ça leur revient de transformer leur activité économique. Ils réalisent aussi que c'est pas du tout évident, que évidemment ils sont dans des écosystèmes, dans des systèmes de compétitivité, mais des choses bougent. Donc si on dézoome un peu et qu'on n'est pas tout le temps macro politique publique, il y a aussi des choses qui se passent à cet endroit-là, et ça peut aller du terrain de ces entreprises qui voient bien qu'il faut qu'elles changent. Et ça rejoint ce que vous disiez. Il faut beaucoup plus s'appuyer aujourd'hui sur les entreprises dont certaines ont compris que c'était dans leur intérêt de se transformer. Et en plus, c'est dans leur intérêt et ils ont une volonté. Et pardon, Martha de Cidrac, mais quand une entreprise décide de prendre ce virage-là, elle le prend pour longtemps. Elle le prend pour 10 ans. Et alors que mais ne cherchez pas à me convaincre. Non, mais alors que oui, mais vous voyez venir. Alors que les politiques, on a quand même ce sentiment du yo-yo. Si on prend l'Europe, c'est ce que François Gemène décrivait à l'instant. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Non, mais il y a un sujet éminemment économique et je suis très contente parce que justement, je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit par vous-même et compléter ce que vous dites vous-même. Aujourd'hui, en France, moi, à un moment donné, il faut quand même qu'on parle du bon périmètre là dans notre débat parce qu'on mélange parfois un petit peu les différentes échelles.
En France, aujourd'hui, en fait, en termes de décarbonation, l'essentiel de notre mauvais carbone, si je puis dire, vient de nos importations. C'est un sujet éminemment politique. Donc cela nous renvoie à tout ce qui est notre, à la fois politique commerciale, à la fois notre compétitivité, à la fois notre capacité, en réalité, de produire nous-mêmes, chez nous, sur nos territoires, ce qui pourrait être nos denrées de demain. Donc cela, je pense qu'il faut que nous l'ayons en tête, parce que cela aussi a un poids en termes de carbonation ou de décarbonation, selon la manière dont on se positionne. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis dans le débat public. Deuxième sujet. François Gémen parle beaucoup d'énergie renouvelable et cite la Chine en disant qu'ils ont pris le virage. La Chine, l'essentiel de son énergie renouvelable qui est aujourd'hui exportée en réalité, et vous l'avez évoqué vous-même à travers les panneaux photovoltaïques. C'est la technologie qui t'exporte, pas l'électricité, oui, c'est la technologie qui t'exporte. C'est la technologie, mais c'est bien de cela dont on parle. Fait partie de ce poids aussi et de ce poids carbone que nous importons. C'est aussi parce que l'Europe n'a pas su protéger ces entreprises qui savaient produire des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, la part de l'énergie décarbonée en France, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, j'imagine que vous allez revenir là-dessus. Tout à l'heure, vous avez fait mention. On y parle tout de suite, là. Oui, très bien. On parle beaucoup d'énergie renouvelable en nous focalisant essentiellement sur l'éolien ou le photovoltaïque. La part réellement d'énergie renouvelable la plus utilisée en France, c'est l'hydraulique. Oui. On ne le dit pas suffisamment. Bon. Alors justement, vous m'offrez la transition. Et je pense que c'est fondamental que vos spectateurs comprennent aussi véritablement dans quel pays nous sommes en termes de politique énergétique. Oui. Alors justement, et je crois que c'est un débat éminemment sérieux et qui rejoint. Pardon de vous interrompre parce qu'il y a cette tribune qui a été publiée dans le Figaro ce matin. Le président du parti LR, Bruno Retailleau, le vice-président délégué François-Xavier Bellamy, le vice-président du parti Julien Aubert, qui plaide pour un renforcement du parc nucléaire actuel et l'arrêt des subventions public alloué à l'éolien et au photovoltaïque. Tribune qui a été fustigée par les macronistes, évidemment. Ils la qualifient d'irresponsable, d'inquiétante. Ils dénoncent une menace pour la souveraineté et le secteur énergétique français. On va en parler tout de suite de cette tribune et de cette thématique avec Audrey Vuettaz. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir. Avec donc cette question du financement du renouvelable dont le coût serait exorbitant, 300 milliards d'euros sur 10 ans. En tout cas, c'est ce qu'avance le Rassemblement national. En effet, un chiffre brandi par Marine Le Pen il y a quelques semaines lors d'un débat à l'Assemblée nationale sur la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2025-2035. On l'écoute. Nous refusons que vous doubliez les éoliennes sur terre, couvriez la France de panneaux solaires chinois et défiguriez nos côtes avec les éoliennes en mer pour une facture totale de 300 milliards d'euros en plus des 100 milliards déjà gaspillés. Le problème, Thomas, c'est que ce chiffre, on ne le retrouve nulle part. Alors si on tente de comprendre, on s'aperçoit déjà qu'il couvre les réseaux d'électricité jusqu'en 2040 et non jusqu'en 2035, comme le sous-entend Marine Le Pen. C'est pas rien, on parle quand même de 5 ans. Mais surtout, il englobe des sommes qui ne concernent pas les renouvelables. Dans ses calculs, pour arriver à 300 milliards d'euros, Marine Le Pen inclut 200 milliards d'euros d'investissement annoncés par Enedis qui gère la distribution, et RTE qui s'occupe du transport à haute tension. Mais ces investissements, ils concernent l'enfouissement des lignes à haute tension, le raccordement des particuliers, le raccordement aussi des centrales nucléaires. Et finalement, quand on se concentre sur les renouvelables, ce n'est que 50 milliards d'euros, voilà, qui fait déjà baisser la facture. Bon, ok, donc on a déjà résolu une partie de l'équation. Quid des 100 milliards restants? Alors là, ce sont les subventions de l'État aux énergies renouvelables. Mais le RN ne retient que l'hypothèse la plus pessimiste sur 2025-2035. Et pour vous le montrer, faut se plonger dans les chiffres. Alors, pardon pour ça, mais je vais vous montrer un tableau un petit peu aride, mais on va s'y arrêter. On va se concentrer sur l'avant-dernière ligne en vert foncé. Et vous le voyez, en fait, finalement, les 100 milliards d'euros dont parle Marine Le Pen, c'est la caste 98,2, 135,2. Donc, c'est le scénario des prix bas. C'est là où, finalement, l'État devrait compenser assez lourdement les prix de l'énergie. Mais on a aussi un scénario médian. Et là, quand on regarde, on est plutôt autour de 40 milliards d'euros, 60 milliards d'euros, voire même, si les prix étaient vraiment hauts, il pourrait y avoir des bénéfices pour l'État, parce que dans ce cas-là, les fournisseurs devraient redonner de l'argent à l'État. Donc voilà, et d'ailleurs, c'est déjà arrivé dans ces dernières années. Exactement. Ces 100 milliards d'euros, ça peut être en effet des pertes pour l'État, mais ça peut aussi être des bénéfices. Et donc, dernière question, est-ce qu'on pourrait se
passer du renouvelable, tout miser sur le nucléaire, comme le propose LR dans cette tribune? Alors, à court terme, très concrètement, non. En effet, il y a un grand cycle d'investissement sur le nucléaire qui est lancé, mais quand on regarde, il faudra attendre au moins 2035-2040 pour que ce nouveau nucléaire entre en action, sauf que dans le même temps, notre consommation d'énergie, elle va forcément augmenter. Sans renouvelable, il faudrait donc, pendant cette période, qu'on se retourne vers les énergies fossiles. Merci beaucoup, Audrey. François Gemenne, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette proposition de stopper les financements sur notamment l'éolien? Je me dis qu'on est en idiocratie. En idiocratie. Vous savez, je travaille aussi sur les migrations et je suis frappé que depuis très longtemps, dans le domaine des migrations, la politique publique n'a plus rien à voir avec la réalité. On ne cherche même plus à améliorer la vie des gens, on cherche simplement à scorer des points supplémentaires dans les sondages et aller chercher des voix supplémentaires. Et donc c'est devenu une sorte de totem idéologique. Et je suis un peu effrayé qu'un sujet comme l'énergie, qui est quand même la colonne vertébrale de notre économie, devienne aussi un sujet à ce point idéologique. Aujourd'hui, sans énergie renouvelable, notre mix électrique et d'ailleurs notre mix énergétique ne tient pas. À l'avenir, nous allons consommer de plus en plus. Mais si, il tient. Non, aujourd'hui, il ne tient pas. Si. Ben, vous venez de l'entendre. Non, oui, c'est pas parce que ce n'est pas la vérité vraie. Enfin, excusez-moi, regardons les chiffres. Attention, quand on parle de vérité vraie... J'aimerais bien... On peut se passer du renouvelable aujourd'hui, dans notre mix énergétique. Attention, la tribune, je vous invite à la relire, s'il vous plaît. Il n'est pas question d'interdire l'éolien, il n'est pas question d'interdire le photovoltaïque. Attendez, une filière économique qui est subventionnée et en réalité qui ne profite pas. Madame, le nucléaire est archi-subventionné aussi. Enfin. Bien sûr, mais c'est toute la politique énergétique est subventionnée. Vous l'avez dit vous-même, c'est une technologie chinoise, le photovoltaïque aujourd'hui. L'éolien n'est pas à 100% français, excusez-moi. Donc moi, en tant que parlementaire français, il m'importe aussi de savoir de quelle façon, en fait, on va articuler l'aide que l'on veut donner à telle ou telle énergie. Première chose. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis, monsieur. J'aimerais bien avoir... Non, mais attendez. J'aimerais bien avoir votre avis sur les décisions qui ont été prises ces dernières années de sortir du nucléaire. On le paye aujourd'hui, la réalité. Du nucléaire, madame, on n'a jamais réinvesti autant dans le nucléaire. Mais attendez. À un moment donné, vous devez retrouver le contact avec la réalité et arrêter de mentir aux gens. C'est vous qui mentez. Permettez-moi, Monsieur Gemenne, c'est vous qui mentez sur le sujet parce que, en réalité, aujourd'hui... Vous savez qu'il y a des gens qui regardent cette émission, hein. Je sais, et j'espère bien qu'ils regardent et qu'ils nous écoutent avec beaucoup d'intérêt, et je suis très contente pour Public Sénat, mais simplement, il faut remettre quand même les compteurs à zéro. Aujourd'hui, notre part énergétique, on l'a eu dans le débat, enfin, tout ce dont on parle aujourd'hui, on en a beaucoup discuté. La part du renouvelable aujourd'hui en France, qui est à peu près de 14%, c'est de l'hydroélectricité. On ne remet pas en cause cette énergie renouvelable parce que nous avons la capacité de la produire. On ne remet pas en cause le nucléaire parce que c'est décarboné. On ne le remet pas en cause, on dit simplement... Si on arrête d'investir, la filière va s'éteindre. Mais si c'est une énergie qui est rentable, pourquoi voulez-vous qu'on la subventionne? Si c'est une énergie qui peut produire de l'énergie qui est facturée aux Français, pourquoi voulez-vous qu'on la subventionne? C'est à ça qu'il faut répondre. Et c'est ce que dit, en réalité, aujourd'hui... La filière photovoltaïque, elle a redonné beaucoup d'argent à l'État. Mais il y a encore 3 Mais attendez, mais aujourd'hui... Non, mais on ne parle pas de technologie importée, on parle de technologie, et moi c'est ce qui m'importe aussi, que nous, en France, nous sommes capables de produire... Mais on est capable de le faire en France. Bon, Marine Lamour, votre avis? Peut-être 2 remarques. D'abord, le nucléaire, c'est pas une énergie magique. Il faut importer de l'uranium. On a un énorme problème de déchets, qui est quand même un point aveugle total. On ne sait pas quoi faire des déchets à haute activité. On a un projet, pour l'instant il n'est pas mûr, et de toute façon, même si on enfouissait, ça ne suffirait pas à régler cet enjeu majeur laissé pour des centaines de milliers d'années. L'impact environnemental bien sûr, mais l'impact, je voudrais juste quand même... Attends, on va laisser Marine Lamour, vous aurez la parole. Si je peux aller au bout de l'argument. Donc voilà, cette question du nucléaire, on a l'impression que parce que ça a été un gros investissement, une politique publique réussie dans les années 70, ça devient magique et on
on perd pied. Et la deuxième remarque, c'est que la bonne nouvelle par rapport à votre débat, c'est qu'il existe des rapports officiels, RTE a travaillé, des associations comme Negawatt ont travaillé, donc on peut objectiver les données et les scénarios sont sur la table à 2050. Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà, les spectateurs vont pouvoir aller vérifier eux-mêmes. Ce que je ne comprends pas, pardon François Gemène, c'est ce que je ne comprends pas, peut-être que je vais rejoindre l'argument que vous alliez donner, c'est pourquoi on ressort cet antagonisme entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Je ne comprends pas. On était en train de développer les deux. On a réussi même au niveau... J'allais au bout. On a même réussi là en ce moment au niveau européen à faire admettre que le nucléaire était une énergie d'avenir et qu'on avait besoin de la subventionner, en tout cas de flécher des investissements vers le nucléaire. Donc pourquoi remettre cet antagonisme sur le tapis? Je ne comprends pas. Ce n'est certainement pas ni les sénateurs, ni le groupe politique auquel j'appartiens qui fait cet antagonisme. C'est le sentiment que donne cette tribune. Attendez, moi, sincèrement, je souhaite quand même rétablir la réalité de ce qui est écrit. Simplement, arrêtons de subventionner une énergie aujourd'hui. C'est pas marqué dans le marbre. Dans l'immédiat, il faut absolument. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas rebondi sur ce que vous disiez. Le GIEC dit qu'il faut agir, l'action. Et on nous parle d'investissement, l'action immédiate. Non, je ne détourne pas le débat. Je ne détourne pas le débat. Beaucoup plus subventionné que les énergies renouvelables, qu'on dépense des milliards chaque année d'importation de gaz et de pétrole. Si on suit votre raisonnement, il ne faut faire que des renouvelables. Parce que je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Marine Lamoureux en termes de déchets, que ce soit l'argument des les énergies renouvelables ne sont pas neutres non plus en termes d'impact environnemental. Vous évoquiez le déchet. Il y a du déchet aussi qui est, c'est inhérent à toute technologie, qui est également issu de ces énergies renouvelables. Et je précise bien, on parle bien de l'éolien et du photovoltaïque. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Alors, je suis très bien placée pour voir que c'est extrêmement porteur politiquement. Et donc, effectivement, que ces énergies ne sont pas parfaites, ça, c'est sûr. Aucune énergie n'est parfaite. Et qu'il y a des vrais enjeux d'acceptabilité. Moi, j'ai passé 1 an à suivre des députés dans la Somme en voyant le rapport des Français à ces énergies, à ces débats. Et effectivement, on voit que là, c'est tapis rouge, notamment pour le RN. Mais j'ai l'impression aussi, pour une partie de la droite, c'est très porteur politiquement de dire que les renouvelables, on va pouvoir s'en passer, ou en tout cas ne pas les subventionner. Pardon, pour être précise, vous ne dites pas qu'il faut s'en passer, mais en tout cas qu'on va plus les privilégier, en tout cas en matière de financement public, parce qu'effectivement, il y a des enjeux réels d'acceptabilité. Malheureusement, si on continue à brosser les gens dans le sens du poil sans leur dire la réalité de la décarbonation française, la réalité de l'impact du nucléaire, encore une fois, je ne suis pas non plus contre le nucléaire. Il nous reste 30 secondes. Je vous laisse le mot de la conclusion. Est-ce que c'est un clin d'œil aux électeurs du Rassemblement national? Pardon? Est-ce que c'est un clin d'œil aux électeurs du Rassemblement national? Absolument pas. C'est un clin d'œil au réalisme. Très simplement, nous avons d'un côté une énergie intermittente et de l'autre côté une énergie qui est pilotable. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que je ne comprends pas pourquoi vous voulez me faire... Mais non, absolument pas. On va laisser Martha Lesiguirat conclure. 20 secondes. Oui, simplement, aujourd'hui, retenons bien qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a une énergie aujourd'hui qui est décarbonée et qui produit ses effets, et il y a une énergie que l'on ne souhaite plus soutenir autant qu'elle a été par le passé, parce qu'elle n'a pas été probante à cette étape-là. Et je ne dis pas, et je parle bien de l'éolien et du photovoltaïque, que ce soit bien précis. Ce que nous dit notre confrère de France Inter, Julien Nény, c'est que au sein de LR, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Barnier, qui a été Premier ministre pas très longtemps, mais qui n'était pas très content de cette tribune ce matin. Il a pris son téléphone pour en parler à Bruno Retailleau. Bref, il y a un débat. Mais oui, il y a un débat, et ce débat-là, en fait, infuse dans toute la société. Oui. Soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas un sujet. On n'est pas les seuls à avoir ce sentiment que vous opposez nucléaire et énergie renouvelable, et notamment l'éolien. Non, je suis désolée. Vous ne pouvez pas dire qu'on oppose. On dit simplement qu'à un moment donné, il faut avoir le sens des priorités. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler, Marine Lamoureux, le fait que vous publiez cette série Le Climat Manounou et moi, on n'a pas eu le temps de parler du Togo. Désolé, c'est à lire dans la... Bien sûr, c'est à lire dans La Croix l'Hebdo à partir du 12 juillet. Merci beaucoup, merci François Gemène d'avoir participé à notre débat, et je vous dis à lundi. Et je voudrais remercier Meïssane Khalil qui est assistante plateau. C'était son dernier jour aujourd'hui, elle part vers de nouvelles aventures et on l'embrasse très fort. Merci et bon vent à toi. Salut!